Aujourd'hui, je vous montre le stage de Stéphane qui a fabriqué une Telecaster Deluxe en 8 jours. C'est une guitare un petit peu spéciale puisqu'il l'a fabriquée pour l'offrir à sa fille pour son anniversaire. Et puis elle est aussi spéciale parce que sur ce modèle, la Telecaster est munie de 2 humbuckers et d'un chevalet type Stratocaster avec un vibrato flottant. Alors quand je fais des rapports de stage, j'essaye de vous apprendre de nouvelles choses et puis de bien mettre en avant des nouvelles astuces. Mais en même temps, ce genre de vidéos, ça permet de faire un beau souvenir à mes stagiaires. Donc je vais vous montrer la fabrication complète. Mais dans mes commentaires, j'essaierai quand même de vous donner les bonnes astuces et puis que ça change un petit peu de d'habitude. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous expliquerai comment se déroulent les stages et puis j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Comme toujours, on commence par choisir les bois et à parler du programme du stage. Et là, vous voyez une touche en palissandre, un corps en frêne ondé et un manche en érable, comme ceux qui a gagné pour le concours des 20 000 abonnés que j'ai mis sur la chaîne la semaine dernière. Donc si vous voulez gagner du bois de chez Delta Bois comme celui-ci ou plein d'autres cadeaux, allez voir le concours sur ma chaîne. Ensuite, on passe au dégauchissage et au rabotage de tous les bois. On va les préparer pour la fabrication de la guitare. Et donc c'est l'occasion de faire un point sur l'utilisation des machines, sur la sécurité, mais aussi sur les bois, puisqu'on va parler de sens de travail, de fibres de bois. On va définir ensuite les phases de référence sur chaque pièce, et c'est les phases qui vont nous suivre tout le long de la construction, que ce soit pour les traçages ou pour les butées des machines. Ensuite, pour apprendre à se servir de certaines machines, et notamment la défonceuse, on va dupliquer les gabarits que j'ai fabriqués avec la CNC. Je fais faire ça souvent aux stagiaires parce que ça leur permet de commencer à travailler avec la défonceuse, que ce soit la défonceuse sous table ou la défonceuse à main. Et c'est beaucoup plus simple à le faire sur du MDF que sur du vrai bois, puisqu'on n'est pas embêté par le sens des fibres du bois quand on travaille. Le bois étant prêt et les gabarits, on va pouvoir passer au canal du truss-rod. Donc on se sert d'une phase de référence pour pouvoir tracer un axe parallèle à cette phase de référence et positionner notre gabarit. On peut ensuite mettre en place la défonceuse avec son guide contre notre bord de référence et puis faire le canal. Et on termine les petits ajustements au ciseau à bois. On peut ensuite dégrossir le manche. Pour ça, on va passer sur la scie à ruban et on se sert du gabarit en faisant attention à ne pas le toucher, mais en s'en rapprochant le plus possible. Et on affine la forme sur la défonceuse sous table avec une fraise à copier. On passe ensuite aux rainures de fret sur la touche. Pour ça, on va utiliser mon gabarit de frettage et ma scie de frettage, qui sont des outils quand même vraiment pratiques pour faire cette étape, même si ça reste manuel et que je sais qu'on peut la mécaniser, mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Aussi, ça permet aux stagiaires d'apprendre une méthode facilement reproductible à la maison, puisque si on le faisait avec une autre machine qu'ils n'auraient peut-être pas à la maison, ce serait plus compliqué pour eux. Ensuite, on va positionner la touche bien à l'axe du manche. On sécurise avec des serre-joints et on va percer pour mettre en place des petits cure-dents qui vont servir de détrompeurs. On peut ensuite passer au collage de la touche. En stage, on essaie d'optimiser le temps. Donc pendant que le collage de la touche est en train de sécher, on va fabriquer les autres gabarits. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait des gabarits plus épais que les gabarits que j'ai fait à la CNC, puisqu'on utilisera avec la défonceuse et la fraise à copier des gabarits de 15 mm d'épaisseur. Ça nous donne plus de souplesse de travail. Ensuite, on peut dégrossir la forme du corps avec la scie à ruban et la ponceuse. Le deuxième jour, on peut enlever les serre-joints sur la touche et on va pouvoir passer aux incrustations de cases. Juste avant ça, on passe sur la défonceuse sous table et avec la fraise à roulement, on va se servir du manche en érable comme gabarit pour affleurer la touche sur le manche. Après avoir tracé les incrustations, on va faire les perçages à la main. C'est finalement la méthode que j'ai trouvée la plus précise pour avoir un bon alignement. Pour coller les petits points en acre, on utilise de la superglue. Une fois qu'ils sont tous mis en place, on va les affleurer sur la touche. On va utiliser pour ça du papier abrasif pour éviter de faire des éclats sur la nacre qui est assez friable. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est de la vraie nacre, c'est sûrement de la nacre reconstituée. Il faudrait que je regarde un petit peu mieux chez le fournisseur. On répète ensuite les mêmes opérations sur la tranche du manche. Et pour être sûr d'être bien aligné, j'utilise un petit gabarit que je me suis fabriqué avec une simple cornière en alu. Pour réaliser la transition de la tête au sillet, cette courbe qu'on retrouve sur les manches type Fender, on va utiliser directement la calibreuse. Ça marche très bien et si vous avez un bon diamètre de tambour, vous pouvez faire ça vraiment très rapidement. Une fois que la transition est faite, on peut donc percer pour retrouver l'accès au canal du truss-rod. Et là, il faut bien prendre ses mesures, bien savoir comment vous aviez fait la guitare pour que, une fois que vous avez percé, vous retombiez pile poil sur l'ouverture du truss-rod. Ensuite, on passe au radius de la touche, ici en 12 pouces, avec une grande cale et du papier grain 80. Ça va relativement vite. Et on n'oublie pas de porter un masque, comme vous pouvez le voir sur l'image.
Une fois que le radius est donné avec la scie à fret et une cale de profondeur, on va s'assurer qu'on a bien la bonne profondeur pour poser les frettes de partout. Et puis en repassant de cette manière, on va aussi faire un fond de sciage de fret qui sera parallèle au radius. Donc il y aura aussi une forme courbe pour qu'il y ait le moins de vide possible. C'est important de bien nettoyer aussi le fond de fret parce que s'il reste des petites saletés, au moment du frettage, la frette ne pourra pas rentrer et du coup, elle sera plus haute que la touche et ça, c'est vraiment embêtant. Une fois que tout est propre, on va ensuite poncer la touche en montant en grain et moi j'aime bien aller jusqu'au grain 12 000 parce que ça donne vraiment un effet visuel magnifique sur le bois. Regardez ça en image, franchement, ça se passe de commentaires. L'autre point important avant le frettage, c'est de casser les arêtes des rainures de fret avec une petite lime triangulaire. Parce que si on ne fait pas ça, la frette ne pourra pas s'insérer entièrement dans la rainure, puisque le dessous des frettes n'est pas parfaitement à angle droit. C'est dû au procédé de fabrication, ça fait une petite courbe. Donc si vous ne faites pas cette rainure, eh bien la frette ne pourra pas plaquer correctement contre la toux. Aussi, le fait de casser cette arête, ça évitera les éclats si vous avez besoin de défréter certaines frettes ou le manche complet. Ensuite, on coupe chacune des 21 frettes à la bonne longueur et puis on va passer au frettage. Donc pour ça, on commence par bien insérer les extrémités des frettes à l'intérieur du manche avec un maillet et ensuite avec la presse et une cale en laiton de 12 pouces au bout de la presse, on va enfoncer les frettes une par une et en faisant comme ça, on aura une super qualité de frettage. Ensuite, avec une cale munie d'une lime, on va affleurer les frettes sur le manche. Là, on utilise une cale qui vient de chez Musique Nomade. Elle est super pratique puisqu'elle est ratusée, donc elle est super stable sur le manche. Si vous voulez la voir en détail, je vous mets un lien affilié dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous mettrai des liens dans la description vers aussi d'autres outils qu'on utilise. Je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, pour avoir un bon niveau de finition, on va boucher les pieds de fret avec de la super glue et de la poussière de palissandre qu'on avait conservée au moment du radussage de la touche. Avec ça, on aura un encastrement des frettes nickel et visuellement ce sera parfait. Ensuite, je déplace la lame de ma lime sur la cale Musique Nomade pour la mettre sur la partie avec un angle et on va réaliser le chanfrein sur les bords de fret. Et c'est là qu'avec cette cale avec une forme de radius, on est super stable. Ça permet de pas déraper et ça permet aussi d'avoir un angle super régulier sur les frettes. On continue ensuite sur le manche en passant sur la perceuse à colonne et on s'occupe du perçage des mécaniques. Et pour qu'elles soient bien alignées, on a fabriqué une petite butée puisque comme elles sont toutes dans le même alignement, eh bien en se positionnant directement contre la butée à chaque fois, on sera sur de notre alignement. Allez, si vous aimez ce genre d'astuce, c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour pas rater mes prochains tutos. Le frettage, qui est une partie super intéressante, étant terminé, on passe maintenant au galbe du manche. Pour ça, on va utiliser la technique des facettes que j'ai déjà décrite dans pas mal de mes vidéos YouTube. Donc on y va petit à petit, on va faire une infinité de faces droites pour terminer avec la courbe souhaitée. Donc on trace tout ça avec une règle et un crayon. Et pour bien suivre les facettes, j'aime bien mettre du scotch bleu. C'est un super repère visuel pour pas se tromper. Et surtout, ça permet d'être très régulier. À chaque étape, avant de tracer les facettes suivantes, on va s'occuper aussi de dégrossir les transitions au talon et à la tête. Comme ça, quand on sera arrivé aux dernières facettes, eh bien, les transitions auront été faites en même temps et on aura quelque chose de très régulier et c'est vachement plus simple à faire. Allez, pour finir, un petit peu de ponçage et on va monter en grain en passant du grain 80 jusqu'au grain 600. L'objectif étant de supprimer toutes les rayures de râpe ou de lime qu'on pourrait avoir sur le manche parce que sinon, ça va ressortir à la finition. Le manche étant quasiment terminé, on va repasser sur le corps. Alors je pense que j'ai perdu les images du neck pocket, mais je vous ai déjà montré ça dans plein d'autres vidéos. En plus là, c'est un corps type Fender, donc il est très simple. On se sert des gabarits pour évider les cavités. Donc d'abord à la perceuse, puis un petit peu au ciseau à bois. Ça fera moins de travail à faire avec la défonceuse. Et ensuite, eh bien, on peut passer avec la défonceuse pour reproduire les cavités exactement comme les gabarits. La particularité de cette guitare, c'est qu'elle a un chevalet type Stratocaster. Donc on voit l'emplacement là sur ces images, elle sera munie d'un vibrato type Strat. Pour finir le corps, on réalise un quart de rond de rayon 3 mm avec une fraise à copier.
Pour la finition, on avait pas mal hésité, puisque c'était un cadeau pour sa fille et au départ, il voulait lui faire une peinture opaque. J'ai refusé de le faire parce que je suis pas équipé correctement et puis, faire ça pendant un stage, ça reste quand même assez compliqué, en tout cas avec mon équipement. Donc, j'ai proposé de faire une finition naturelle pour mieux mettre en valeur le bois. Au final, c'est ce qu'a retenu, Stéphane et du coup, on n'a même pas fait de teinte. Il a voulu garder le bois naturel et on a juste revêtu le bois avec de l'eau diesel. Oil. Pour la finition du manche, par contre, on l'a fait avec un vernis nitrocellulosique mat, un petit peu ambré, vraiment très très légèrement, pour que ça matche avec la couleur du frêne et l'eau oil. On a juste protégé la touche avec du ruban de masquage, et là pour le coup, avec un spray, c'est très simple de faire la finition d'un manche, surtout avec un nitrocellulosique mat, puisque ça demande juste un bon ponçage avant de mettre le produit, mais ensuite, une fois que le produit est en place, limite, on ne le ponce même pas et on a un super résultat. La partie lutherie étant terminée, on passe maintenant au câblage. Donc, cours complet sur les principes de câblage, le fonctionnement des composants. Et ensuite, Stéphane a réalisé un câblage type Les Paul avec 4 potentiomètres et un sélecteur 3 positions pour pouvoir piloter ces deux micro-humbuckers qu'il avait choisi d'acheter chez Krell Pickups. Pendant le cours de câblage, on s'applique donc à faire de belles soudures, à bien protéger tous les fils que l'on prépare avec de la gaine thermo, à faire quelque chose de propre et de présentable, et puis surtout qu'il n'ait pas de faux contacts pour que ça dure aussi dans le temps. Avant d'assembler le manche, on va passer au nivellement des frettes, qui va être assez rapide finalement, puisqu'au moment de fretter avec la presse, je vous l'avais pas montré, mais on contrôle toujours avec le fret rocker, et on en profite pour rectifier à la presse ou au marteau tout de suite, avant de coller les pieds de fret pour reboucher les trous. Comme ça, si les frettes sont déjà bonnes au moment du frettage, eh bien on n'a quasiment pas de nivellement à faire. Donc ça fait du travail en moins, ou en tout cas du travail un peu moins pénible à faire, puisque c'est plus simple de renfoncer les frettes à la presse que de faire un nivellement de fret. Et puis surtout, ça use moins les frettes, donc elles auront une meilleure durée de vie. Le faire en stage, c'est l'occasion pour mes stagiaires de tester des outils bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Je leur fais tester un petit peu toutes les marques puisque j'ai la chance de tester plein de produits grâce à ma chaîne YouTube. Donc on utilise différents fret rockers, on utilise le fret kisser de chez Stumac, le fret shaper de chez Fret Leather. Pour faire l'arrondi des frettes, j'ai des outils de chez Crimson, j'ai la nouvelle S-File de chez Music Nomad, j'ai aussi la Z-File de chez Stumac et encore d'autres. Bref, ça permet aux stagiaires d'utiliser plein d'outils, de voir avec lesquels ils se sentent à l'aise pour pouvoir acheter ensuite leurs outils pour refaire à la maison. Donc tous ces outils, eh bien je vous mets les liens aussi dans la description de la vidéo si vous voulez les retrouver. Bon, après avoir fait le couronnement des frettes, il reste à travailler les pieds de fret pour qu'il n'y ait plus de bavure et que ça n'accroche pas au doigt. Et une fois que ça c'est fait, il nous restera à polir les frettes. Et pour ça, moi j'aime bien utiliser tout simplement du papier à poncer un petit peu rigide et des pâtes micromèches. Je monte jusqu'au grain 12 000 et on a un niveau de poli qui est super sans utiliser de produits mécaniques ni de pâte à lustrer. Et pour finir, même si on l'avait déjà fait une ou deux fois pendant le processus de fabrication, on va remettre de l'huile de camélia à l'intérieur de la touche. On laisse bien pénétrer et un quart d'heure après, on vient essuyer le surplus, histoire de bien saturer la touche pour qu'elle vive bien dans le temps. Et puis en plus, ça a un toucher agréable et visuellement, c'est super beau. Eh bien voilà, toute la partie lutherie électronique est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à assembler toutes les pièces ensemble, comme si on était en train de faire une guitare en kit. Donc là, on monte le vibrato type Strat. Ça permet aussi d'apprendre à Stéphane à régler les ressorts. Ça, on le verra après au moment des réglages. Mais du coup, je lui montre comment régler les ressorts en fonction de si sa fille souhaite jouer avec un chevalet fixe ou un chevalet flottant avec la tige de vibrato. On monte ensuite le manche. On a ensuite assemblé l'électronique sur le pickguard qui a été fabriqué avec la CNC, puisque Stéphane avait déjà bien acquis l'utilisation des gabarits pour fabriquer des pièces. Donc on avait décidé de gagner un petit peu de temps sur cette étape et on l'a fait à la CNC. Ensuite, on peut percer pour visser le pickguard, ajouter les strap locks, la prise jack, enfin voilà, tout ce qui peut être vissé sur la guitare, les boutons de potentiomètre aussi, et du coup, on arrive à la fin. On peut donc passer au montage des cordes et on va procéder à la fabrication du sillet et au réglage complet de la guitare.
Autre particularité sur cette guitare d'ailleurs, on a installé des mécaniques étagées. Donc ça permet de ne pas mettre en place de string retainers ou de petits papillons qui viennent plaquer les cordes au fond du sillet et donner un angle après le sillet pour qu'il n'y ait pas de vibration parasite. Là, on n'en a pas besoin puisque les mécaniques étagées vont donner naturellement cet angle au niveau des cordes en sortie de sillet. Donc c'est plutôt pratique à utiliser, je trouve. Pour les sillets, comme d'habitude, on n'est pas parti d'un sillet déjà formé, on l'a fabriqué entièrement puisque l'objectif du stage, il y a aussi des objectifs pédagogiques, comme apprendre à fabriquer un sillet. Comme ça, on sait faire. Donc, on taille la forme, on taille les gorges et on les règle à la profondeur souhaitée. Je vous explique pas les réglages complets de la guitare. J'ai fait pas mal de vidéos récemment sur les réglages, donc allez chercher sur la chaîne YouTube si vous voulez les voir. Comme promis, le petit cadeau, mais juste avant, je vous explique comment fonctionnent les stages. Donc c'est des stages sur mesure. Là, le stage de Stéphane a duré 8 jours, car il voulait apprendre à travailler le bois, il voulait apprendre la conception, à fabriquer les gabarits, à faire pas mal d'étapes en entier pour pouvoir reproduire chez lui. C'est ce qui fait que le stage a duré 8 jours. Mais on pourrait très bien imaginer, si votre objectif c'est uniquement de vous fabriquer une belle guitare pour repartir avec, et que vous n'avez pas forcément envie de comprendre l'électronique et de faire le câblage, eh bien on pourrait en acheter un déjà tout fait. Reproduire les gabarits, c'est pas nécessaire non plus, j'en ai plein à l'atelier, donc on n'est pas obligé de les faire pendant le stage. On n'est pas obligé non plus de raboter, de dégauchir le bois. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut ne pas faire et qui participeraient à réduire la durée du stage jusqu'à 5 jours. Donc ayez quand même ça en tête. Et puis pour ceux qui voudraient aller encore plus vite et qui ont un budget encore un peu plus court, eh bien vous pouvez faire comme le stage de Yann qui avait fabriqué une Telecaster typée métal, un stage qui avait duré 3 jours. Donc c'est entre 2 et 3 jours à partir d'un manche du commerce. Voilà, si les stages vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. J'étudie toutes les demandes, je fais un devis gratuit et je fais du sur-mesure pour vraiment répondre à vos attentes. Pour ceux qui pourraient pas venir en stage, eh bien sachez que je propose aussi exactement les mêmes formules sous forme de formation en ligne. Donc vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers mon site de formation. Il y a une formation sur la fabrication des cordes de guitare, il y en a une sur la fabrication des manches, mais vous pouvez acheter les deux sous forme de pack avec une réduction. Et il y a des formations sur les kits, aussi sur les réglages de guitare. Et le petit cadeau, c'est que comme il y a 2 semaines, j'ai fêté les 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et que j'ai pas encore fait le tirage au sort, j'avais promis une réduction de 20% sur tout mon catalogue de formations. Donc si vous voulez en profiter, eh bien utilisez le code promo qu'il y a dans la vidéo de mes 20 000 abonnés. Cette promo ne durera que jusqu'à lundi soir, puisqu'après je ferai le tirage au sort pour distribuer tous les cadeaux offerts par les partenaires pour les 20 000 abonnés de la chaîne. Voilà, j'espère que la fabrication de cette guitare vous a intéressé et que les petits cadeaux qui vont avec aussi. Moi je vous dis à la semaine prochaine.